50 années après le lancement du projet d'intégration régionale, le contexte apparaît aujourd'hui plus exigeant et plus contraignant. Durant la 68e session ordinaire, le cap annoncé vise plus de 400 millions d'habitants, avec une équation à trois inconnus: sécurité face au terrorisme, défense de l'ordre constitutionnel et intégration économique. Une brigade antiterroriste de 1650 personnels est évoquée pour fin 2026, tandis qu'une réforme de mobilité promet dès le 1 janvier 2026 l'abolition de taxes aériennes et une baisse de 25% de charges passagers et sûreté sur fond d'objectifs monétaires 2027. La figure d'Ibrahim Traoré peut alors être lue comme l'expression d'une dynamique régionale plus large et non comme un cas isolé. Dans un tel environnement, les équilibres peuvent évoluer rapidement, parfois plus vite que prévu. La suite du raisonnement s'appuie sur les décisions annoncées et les contraintes assumées afin de clarifier les enjeux réels sans recourir aux slogans ni aux extrapolations. L'intérêt pour le public est concret: comprendre comment la sécurité collective, la défense de l'ordre constitutionnel et l'intégration économique peuvent produire des effets mesurables sur la vie quotidienne, des frontières au marché, des coûts de transport aux opportunités d'emploi. À ce stade, le risque est double. D'un côté, une réponse sécuritaire fragmentée laisserait les réseaux violents exploiter les fragilités régionales, malgré l'intention affichée de coordonner renseignements, frontières et forces en attente. De l'autre, une intégration économique retardée maintiendrait des barrières coûteuses, alors même qu'une baisse de 25% des charges aériennes et l'abolition de taxes sont prévues pour faciliter la mobilité dès janvier 2026. L'enjeu politique est tout aussi net. L'organisation affirme ne pas transiger sur la gouvernance constitutionnelle, tout en accompagnant des transitions crédibles et bornées dans le temps. Dans ce cadre, des figures nationales, dont Ibrahim Traoré, deviennent des points de lecture d'une tension plus large entre stabilité, légitimité et résultats attendus. À ce point du raisonnement, certains éléments intermédiaires permettent de mieux comprendre la situation. Au cœur de la 68e session ordinaire, une communauté de plus de 400 millions de personnes admet que la sécurité régionale, la légitimité politique et l'intégration économique avancent à des vitesses désynchronisées, alors qu'une force antiterroriste de 1650 personnels est projetée pour fin 2026 et qu'une baisse de 25% des charges aériennes est actée pour janvier 2026. Ce décalage n'est pas nouveau, mais il devient visible lorsque les décisions sont mises côte à côte. 50 ans après la fondation, l'organisation se présente comme un espace bâti sur la solidarité et la coopération, tout en reconnaissant que le Sahel demeure l'épicentre de menaces évolutives. Terrorisme, extrémisme violent, criminalité organisée et conflits communautaires s'y superposent, franchissant les frontières sans difficulté. La réponse affichée repose sur une logique collective: renseignement intégré, opérations coordonnées aux frontières et activation d'une force régionale en attente. La sécurité est décrite non seulement comme une obligation militaire, mais comme une exigence humaine liée à la protection des familles et des moyens de subsistance. En parallèle, le discours institutionnel insiste sur une ligne politique ferme. Les changements anticonstitutionnels sont condamnés, les tentatives de déstabilisation dénoncées et les transitions sont acceptées uniquement si elles sont crédibles, inclusives et limitées dans le temps. Cette position est présentée comme indissociable de la paix et du développement, rappelant que la démocratie est un pilier fondateur, non un supplément optionnel. C'est dans cet entre-deux que se lisent les trajectoires nationales. Des dirigeants comme Ibrahim Traoré sont évoqués non comme des exceptions isolées, mais comme des indicateurs d'une tension régionale plus large: répondre à l'insécurité immédiate tout en restaurant des cadres politiques durables. Enfin, l'arrière-plan économique complète le tableau. L'intégration est qualifiée de socle indispensable, qu'il s'agisse d'éliminer les barrières commerciales, de converger vers une monnaie commune à l'horizon 2027 ou de rendre la mobilité aérienne plus accessible. Le contexte posé, la question devient opérationnelle. Comment ces piliers interagissent-ils réellement sur le terrain ?
Pour saisir les effets concrets de ces orientations, il faut quitter le niveau déclaratif et suivre des scènes précises. Dans les zones frontalières, les forces de défense et de sécurité sont saluées pour leur courage, mais leur action est décrite comme insuffisante sans coordination régionale. L'idée d'opération conjointe et de système de renseignement intégré vise à réduire les angles morts que les réseaux violents exploitent depuis des années. À court terme, l'impact attendu est pragmatique, moins de zones grises, davantage de continuité entre États voisins et une capacité accrue à prévenir plutôt qu'à réagir. Un second impact précoce se joue sur la mobilité. La décision d'abolir certaines taxes aériennes et de réduire de 25% les charges passagers et de sûreté à partir de janvier 2026 est présentée comme une mesure immédiatement lisible pour les citoyens. Elle promet de raccourcir les distances économiques, de stimuler les échanges commerciaux et de reconnecter des familles séparées par des coûts de transport élevés. Ce n'est pas une réforme abstraite, elle touche le prix du billet, la fréquence des déplacements et l'attractivité des marchés régionaux. Dans ce cadre, des figures nationales servent de repères narratifs. Ibrahim Traoré apparaît comme l'un de ces points de lecture, non pour ses choix isolés, mais pour ce qu'il révèle d'un environnement sous tension où la demande de sécurité rapide cohabite avec l'exigence de cadres politiques crédibles. Les trajectoires individuelles éclairent ainsi une dynamique collective. Il en ressort alors une idée centrale, formulée de manière directe. Ces décisions ne prennent sens que si leurs effets se manifestent tôt, visibles et mesurables, faute de quoi la confiance régionale s'érode rapidement. L'activation commence par une reconnaissance collective. Lors de la session, les chefs d'État et de gouvernement dressent un constat partagé. L'instabilité au Sahel n'est plus périphérique, elle est systémique. Terrorisme, extrémisme violent et criminalité organisée sont nommés comme des menaces imbriquées, capables de franchir les frontières et d'exploiter chaque faille institutionnelle. La réponse annoncée s'enclenche alors sur plusieurs fronts à la fois, rompant avec des approches isolées. Le principe posé est clair, aucune frontière ne protège seule et l'action doit être concertée. Le mouvement s'accélère avec le volet sécuritaire, le renforcement du renseignement intégré et la coordination des opérations frontalières sont présentés comme des leviers immédiats, tandis que les ministres des Finances et de la Défense travaillent à un financement durable. L'annonce d'une brigade antiterroriste de 1650 personnels projetée pour fin 2026 marque le point de bascule symbolique. Elle ne promet pas une solution instantanée, mais elle structure un horizon commun et mesurable. La sécurité est redéfinie comme une obligation humaine liée à la protection des familles et des moyens de subsistance et non comme une simple démonstration de force. Un moment politique important apparaît lorsque l'organisation réaffirme une ligne sans ambiguïté sur la gouvernance. Les changements anticonstitutionnels sont condamnés, les tentatives de subversion dénoncées et l'appui régional est conditionné à des transitions crédibles, inclusives et limitées dans le temps. Cette séquence rappelle que la stabilité recherchée ne peut se faire au prix de la légitimité. Dans ce contexte, des trajectoires nationales deviennent des miroirs régionaux. Le cas d'Ibrahim Traoré est évoqué comme un révélateur des tensions entre exigence de sécurité rapide et nécessité de cadres politiques durables, plutôt que comme une exception isolée. Les répliques se déploient sur le terrain économique et social. L'intégration régionale est réaffirmée comme non négociable avec l'élimination des barrières commerciales, l'harmonisation des politiques et la convergence monétaire visée à l'horizon 2027. La décision de réduire les charges aériennes de 25% et d'abolir certaines taxes à partir de janvier 2026 agit comme un signal concret orienté vers la mobilité, le commerce et le tourisme. Elle vise à transformer l'intégration d'un concept institutionnel en expérience quotidienne. Enfin, les conséquences humanitaires et climatiques élargissent la portée des décisions. Déplacements, crises alimentaires et chocs climatiques sont intégrés à l'agenda, appelant une coordination renforcée et des systèmes d'alerte plus efficaces. La séquence complète dessine ainsi un enchaînement précis, reconnaître la menace, structurer la réponse, affirmer les principes, puis traduire l'intégration en mesures tangibles. Reste à voir si ces répliques consolideront durablement la confiance régionale. Le point de départ est un état de référence assumé.
La région fait face à une insécurité persistante, à des coûts de mobilité élevés et à une intégration économique incomplète, malgré un marché potentiel de plus de 400 millions de personnes. À ce baseline s'ajoutent des pressions politiques récurrentes lorsque l'ordre constitutionnel est fragilisé et que la confiance institutionnelle se fissure. La question n'est donc pas de savoir si l'action est nécessaire, mais comment mesurer un changement crédible à partir de décisions concrètes. Le premier delta annoncé concerne la capacité sécuritaire collective. L'objectif de constituer une brigade antiterroriste de 1650 personnels d'ici la fin de 2026 fournit un repère chiffré, rare dans un discours souvent général. Ce chiffre ne promet pas l'éradication des réseaux violents, mais il indique une montée en puissance coordonnée. En pratique, il sert de test si cette force est effectivement opérationnelle, financée et intégrée aux dispositifs nationaux. La région passe d'une logique réactive à une architecture de dissuasion partagée. La mesure est simple, présence coordonnée plutôt que réponse dispersée. Le second delta touche la mobilité et les coûts économiques. À partir du 1 janvier 2026, les États membres s'engagent à abolir certaines taxes aériennes et à réduire de 25% les charges liées aux passagers et à la sûreté. Là encore, le chiffre est parlant par sa lisibilité. Une baisse de cet ordre vise à transformer un obstacle structurel en levier de circulation. L'effet attendu n'est pas seulement statistique, il se traduit par des billets plus accessibles, des échanges commerciaux facilités et une intensification des liens sociaux. Le changement se mesure à l'usage, non au principe. Un troisième repère temporel structure l'arrière-plan macroéconomique, l'horizon 2027 pour une monnaie commune. Ce jalon agit moins comme une certitude que comme un cadrage. Il force la convergence fiscale et monétaire tout en servant d'indicateur de discipline collective. Si l'échéance glisse, la crédibilité se dégrade. Si elle se rapproche par des étapes visibles, la confiance progresse. Le delta ici se lit dans la coordination, pas uniquement dans l'aboutissement. Ces trois mesures chiffrées dessinent une trajectoire cohérente lorsqu'elles sont mises en regard. La sécurité crée l'espace, la mobilité stimule les échanges et la convergence monétaire vise la stabilité. Des dirigeants nationaux, dont Ibrahim Traoré, sont souvent cités dans le débat public comme des symboles de rupture ou de continuité. Dans ce cadre, ils deviennent surtout des variables d'un système régional qui cherche à produire des résultats observables. La valeur de ces chiffres réside dans leur capacité à être vérifiée. Une force de 1650 personnels existe ou non. Une réduction de 25% se reflète ou non sur les coûts réels. Une échéance 2027 se rapproche ou s'éloigne. Le passage du baseline au delta ne dépend donc pas d'intention, mais de l'exécution. C'est sur ce terrain que la crédibilité régionale se jouera. La première thèse soutient que la priorité absolue doit rester la sécurité, quitte à reléguer l'intégration politique et économique au second plan. Selon cet argument, tant que le terrorisme et l'extrémisme violent persistent, toute réforme institutionnelle ou économique demeure fragile. Les partisans de cette lecture avancent que les réseaux armés exploitent la lenteur décisionnelle et que seule une montée en puissance rapide, visible et coordonnée des forces peut restaurer un minimum de stabilité. Dans cette optique, la brigade antiterroriste projetée et le renforcement des opérations conjointes constituent le cœur de la crédibilité régionale, le reste devant suivre. La seconde thèse affirme l'inverse. Elle considère que l'insécurité est en grande partie un symptôme de déficit plus profond, gouvernance contestée, exclusion économique et faible mobilité. Sans progrès tangible sur la démocratie, l'intégration commerciale et la circulation des personnes, les réponses sécuritaires risquent de traiter les effets sans s'attaquer aux causes. Les défenseurs de cette approche mettent en avant les mesures économiques annoncées, comme la réduction de 25% des charges aériennes ou la perspective d'une monnaie commune pour soutenir que la stabilité durable passe par des bénéfices visibles pour les citoyens. La réponse institutionnelle tente de dépasser cette opposition frontale en articulant les deux logiques. Le discours officiel insiste sur le caractère indissociable de la sécurité, de la gouvernance constitutionnelle et de l'intégration économique.
La sécurité a été qualifiée d'impératif humain, mais elle est explicitement liée à l'éducation, à l'emploi et à la résilience communautaire. De même, la fermeté affichée sur l'ordre constitutionnel est présentée comme une condition de la paix, non comme un luxe normatif. Dans ce cadre, des figures nationales telles que Ibrahim Traoré sont souvent mobilisées dans le débat public pour illustrer l'une ou l'autre thèse. Or, la ligne défendue ici les replace dans un système plus large où aucune variable ne suffit seule. Les données avancées, limitées mais vérifiables, suggèrent une stratégie de couplage, renforcer la sécurité tout en créant des incitations économiques et politiques capables d'enraciner la stabilité. Le test n'est donc pas idéologique mais opérationnel. Dans cette perspective, l'intégration régionale s'impose progressivement comme un test concret de crédibilité. Ce point de bascule ne repose pas sur une annonce supplémentaire, mais sur un changement de cadrage. Jusqu'ici, la sécurité, la gouvernance et l'économie pouvaient être discutées comme des chantiers parallèles, avançant à des rythmes différents. À mi-parcours, elles sont explicitement reliées par une logique d'exécution. Chaque pilier est désormais jugé à l'aune de ses effets concrets sur les autres. La sécurité sans mobilité affaiblit l'économie. L'intégration sans légitimité politique fragilise la stabilité. La gouvernance sans résultat visible nourrit la défiance. À ce moment du discours, une idée implicite structure l'ensemble de la lecture. Les citoyens ne mesureront plus l'action régionale à ses intentions, mais à ses livrables. La réduction de 25% des charges aériennes devient alors plus qu'une réforme sectorielle. Elle sert de preuve anticipée que l'intégration peut toucher la vie quotidienne. De la même manière, la projection d'une force antiterroriste chiffrée et datée transforme la sécurité en engagement vérifiable plutôt qu'en promesse abstraite. C'est ici que les trajectoires nationales prennent un sens nouveau. Ibrahim Traoré, souvent invoqué comme symbole de rupture ou de continuité, apparaît dans ce cadre comme un indicateur parmi d'autres de la capacité régionale à aligner discours et résultats. Si l'exécution suit, les figures individuelles perdent leur centralité. Si elles échouent, elles redeviennent des focales de contestation. La révélation n'est donc pas spectaculaire, mais structurante. Elle déplace l'attention du quoi vers le comment et du pourquoi vers le quand. À partir de ce point, chaque mesure annoncée est appelée à produire un effet observable, sous peine de transformer l'intégration en simple rhétorique. Pour les États, la première conséquence est institutionnelle. Les décisions annoncées imposent une coordination plus étroite entre politiques nationales et engagements régionaux. La sécurité collective ne peut fonctionner que si le renseignement circule, si les frontières sont gérées de manière concertée et si les financements sont honorés. De même, la fermeté affichée sur l'ordre constitutionnel crée une ligne claire. L'appui régional est conditionné à des trajectoires politiques crédibles. Pour les gouvernements, cela signifie moins de marge pour l'ambiguïté, mais aussi un cadre plus lisible pour agir et coopérer. Pour les entreprises, l'impact se concentre sur les coûts et la prévisibilité. La réduction de 25% des charges aériennes et l'abolition de certaines taxes à partir de janvier 2026 visent à fluidifier les déplacements d'affaires, à raccourcir les chaînes logistiques et à élargir les marchés accessibles. À moyen terme, l'objectif de convergence monétaire à l'horizon 2027 ajoute une dimension de stabilité macroéconomique attendue. Les entreprises ne réagissent pas aux intentions, mais aux signaux clairs. Ici, les chiffres et les calendriers constituent des repères concrets pour l'investissement et l'expansion régionale. Pour les citoyens, les effets sont plus immédiats et plus sensibles. Une mobilité aérienne moins coûteuse touche directement les familles séparées par les frontières, les étudiants, les travailleurs et les petits commerçants. Sur le plan sécuritaire, l'accent mis sur une réponse collective vise à réduire l'exposition quotidienne à la violence. Même si les résultats restent graduels, la gouvernance, enfin, n'est pas un concept abstrait. La défense de l'ordre constitutionnel est présentée comme une condition de service public plus fiable et d'opportunités économiques plus stables. La crédibilité de l'ensemble se jouera dans la perception quotidienne de ces changements. Pour la région dans son ensemble, la combinaison des mesures redéfinit le rôle de l'Afrique de l'Ouest sur la scène continentale. L'intégration n'est plus décrite comme un objectif lointain, mais comme un processus mesurable, articulé avec l'accord de libre-échange continental africain. La région aspire à devenir un moteur, non un simple participant, de la dynamique africaine.
Cette ambition repose toutefois sur une exécution cohérente, sans quoi les promesses perdent leur force d'entraînement. Dans ce paysage, des figures nationales comme Ibrahim Traoré continuent d'attirer l'attention, souvent comme symbole de tension ou d'espoir contradictoire. Pourtant, les conséquences réelles se distribuent moins autour des individus que des mécanismes collectifs. Si les mesures produisent des effets tangibles pour ces 4 groupes, la centralité des figures s'estompe. À défaut, elles redeviennent des points de cristallisation du débat régional. Le scénario de base repose sur une exécution partielle mais cohérente des décisions annoncées. Les mécanismes de coordination sécuritaire progressent par étapes, avec des opérations conjointes plus fréquentes et une circulation du renseignement améliorée, sans transformation immédiate du terrain. Sur le plan économique, les préparatifs techniques liés à la baisse des charges aériennes avancent, même si leurs effets visibles restent encore limités pour le grand public. La ligne sur la gouvernance constitutionnelle est maintenue, créant un cadre prévisible mais soumis à des tensions locales. Dans ce scénario, la crédibilité régionale progresse lentement, portée davantage par la constance que par des résultats spectaculaires. Le scénario optimiste suppose une synchronisation réussie des chantiers. Les États honorent leurs engagements financiers et opérationnels, accélérant la mise en place des dispositifs sécuritaires communs. Les mesures de mobilité se traduisent rapidement par des coûts de déplacement plus bas et une intensification des échanges, renforçant la perception d'une intégration utile. La convergence économique gagne en lisibilité, soutenue par une coordination renforcée des politiques fiscales et monétaires. Dans ce contexte, la fermeté sur l'ordre constitutionnel est perçue comme un facteur de stabilité, non de friction. L'effet combiné produit un cercle vertueux, confiance accrue, coopération renforcée et légitimation progressive de l'action régionale. Le scénario défavorable s'installe lorsque l'exécution se fragmente. Les annonces sécuritaires restent au stade de l'intention, faute de financement durable ou de coordination effective. Les réformes de mobilité prennent du retard, nourrissant la frustration des citoyens et des acteurs économiques. Sur le plan politique, les divergences autour des transitions et de la gouvernance affaiblissent le message collectif, ouvrant la voie à des lectures concurrentes. Dans ce cas, les figures nationales reprennent une place centrale dans le débat et les mécanismes régionaux sont perçus comme lents ou impuissants. Une recommandation de méthode s'impose à travers ces scénarios. Si l'exécution reste lisible, datée et mesurable, la trajectoire tend vers le scénario de base ou optimiste. Si elle devient opaque ou différée, le scénario défavorable gagne en probabilité. L'enjeu n'est donc pas d'ajouter des promesses, mais de rendre chaque étape observable, afin que l'intégration soit jugée sur ses effets plutôt que sur ses intentions. À ce stade, l'attention se déplace vers ce que ces orientations changent réellement pour des groupes précis, au-delà des cadres institutionnels. Pour les jeunes, l'intégration régionale promise n'est crédible que si elle ouvre des trajectoires concrètes. Mobilité, facilité pour les études et la formation, marchés élargis pour l'entrepreneuriat et environnement plus sûr pour investir du temps et des compétences. La réduction des coûts de déplacement aérien agit ici comme un signal, non comme une solution unique, indiquant que la région peut lever des obstacles pratiques. Pour les femmes, souvent au cœur des économies locales et de la résilience communautaire, les effets attendus se situent à l'intersection de la sécurité et de l'économie. Une circulation plus fluide des biens et des personnes facilite le commerce transfrontalier, tandis qu'un environnement sécuritaire plus prévisible réduit les risques quotidiens. Les discours insistent sur leur rôle central, mais la crédibilité repose sur des améliorations visibles, même graduelles, dans l'accès aux opportunités et aux services. Pour les communautés affectées par l'insécurité ou les chocs climatiques, l'enjeu est immédiat. Les engagements en matière de coordination humanitaire, de systèmes d'alerte précoce et de gestion des risques visent à limiter les déplacements forcés et l'insécurité alimentaire. Là encore, l'effet se mesure moins en annonce qu'en capacité à répondre plus vite et de manière mieux coordonnée. Enfin, pour le citoyen ordinaire, la question est simple. La région agit-elle de façon perceptible dans la vie quotidienne ? C'est ici que la cohérence entre sécurité, gouvernance et intégration devient tangible. Des figures politiques, dont Ibrahim Traoré, peuvent incarner des débats nationaux, mais pour le public, l'évaluation reste pragmatique. Si de petits leviers produisent des effets
concret, la confiance s'installe. À défaut, la distance entre institutions et citoyens persiste. La crédibilité des engagements annoncés dépend d'une séquence d'exécution lisible, structurée en étapes vérifiables. La première étape relève de la coordination sécuritaire. Les États y sont appelés à finaliser les modalités de financement, à harmoniser les chaînes de commandement et à connecter les systèmes de renseignement. L'objectif est précis, rendre opérationnelle une force régionale capable d'agir de manière concertée, avec des responsabilités clairement attribuées et des délais suivis. La deuxième étape concerne la mobilité et l'intégration économique. D'ici janvier 2026, les administrations nationales doivent traduire la décision régionale en actes réglementaires afin que l'abolition de certaines taxes et la réduction de 25% des charges aériennes se reflètent effectivement sur les prix. Le suivi se fait par des indicateurs simples, évolution des coûts réels, fréquence des liaisons et volume des échanges. Sans ces mesures, la réforme reste théorique. La troisième étape porte sur la gouvernance et les transitions politiques. Le cadre est posé, soutien aux trajectoires crédibles, inclusives et limitées dans le temps, avec un refus explicite des changements anticonstitutionnels. Ici, la mesure de progrès repose sur le respect des calendriers annoncés et sur la transparence des processus. La constance du message est essentielle pour éviter les lectures contradictoires. La quatrième étape vise la résilience sociale et humanitaire, le renforcement des systèmes d'alerte précoce, la coordination avec les partenaires et l'intégration du climat dans les politiques publiques doivent produire des réponses plus rapides aux crises alimentaires, aux déplacements et aux chocs environnementaux. Dans cette feuille de route, des dirigeants nationaux comme Ibrahim Traoré apparaissent moins comme des fins en soi que comme des acteurs insérés dans un dispositif régional plus large. Le succès ne se mesure pas à la visibilité des figures, mais à la capacité collective à livrer, étape après étape, des résultats observables. Le fil conducteur revient à ce qui a été posé au départ. Une communauté née d'une promesse de solidarité, aujourd'hui confrontée à l'épreuve de la cohérence. 50 ans après sa fondation, l'intégration régionale ne se mesure plus à ses déclarations, mais à sa capacité à produire des effets tangibles, visibles et partagés. Les annonces sur la sécurité, la mobilité et la gouvernance dessinent un horizon, mais c'est leur mise en œuvre qui déterminera la mémoire collective de ce moment. Les scènes évoquées plus tôt, frontières mieux coordonnées, déplacements moins coûteux, cadre politique clarifié, servent de rappel concret. Elles incarnent l'idée que l'intégration peut devenir une expérience vécue et non un concept institutionnel. Lorsque ces effets se matérialisent, la confiance se reconstruit par petites touches, sans besoin de discours supplémentaires. Dans ce récit, des figures comme Ibrahim Traoré réapparaissent en écho, non comme des héros ou des antagonistes, mais comme des repères dans une transition régionale plus vaste. Leur importance tient à ce qu'elle révèle des attentes, des tensions et des espoirs projetés sur l'action collective. L'idée qui se dégage progressivement est que l'unité ne relève pas du slogan, mais d'une mise à l'épreuve concrète. Si les engagements se traduisent en résultats observables, le tournant actuel sera retenu comme un moment de consolidation. À défaut, il restera comme une occasion manquée dans l'histoire régionale. Au terme de ce parcours, l'enjeu dépasse les décisions d'une session ou les annonces chiffrées. Il touche à la manière dont une région se raconte à elle-même et au monde. Une intégration qui réduit concrètement les distances, protège mieux les populations et clarifie les règles communes devient un repère collectif, presque un symbole partagé. À l'inverse, une intégration qui reste abstraite alimente la lassitude et la défiance. Pour les observateurs comme pour les citoyens, l'invitation est simple et exigeante à la fois. Regardez les effets plutôt que les intentions. Les prochains mois offriront des indices lisibles, qu'il s'agisse de coûts de déplacement réellement plus bas, de coordination sécuritaire plus visible ou de trajectoires politiques plus claires. Ce sont ces signaux, modestes mais cumulatifs, qui diront si le cap est tenu. Des figures nationales, dont Ibrahim Traoré, continueront d'occuper l'espace du débat public, mais la question ouverte reste collective. La région saura-t-elle faire passer ses mécanismes avant ses symboles et ses résultats avant ses discours? C'est à cette échelle partagée et concrète que chacun est invité à observer, questionner et participer à la conversation.